Voilà, bonjour, il est actuellement 10h02 à Montréal, 15h02 à Cotonou et à Paris. Où que vous soyez, où que vous nous regardiez ou nous écoutez, bonjour, soyez les bienvenus dans cette émission spéciale de Radio Francophonie sans frontières, la voix de la diversité. Merci d'être présent, d'être présente pour cette émission spéciale à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, en fait, qui aura lieu donc le 20 mars. Nous sommes en direct ce dimanche avec vous pendant environ 1 heure pour voilà vous parler notamment des librairies indépendantes. Et pour cette émission très spéciale, j'ai le grand plaisir d'être accompagné de Jean-Florentin Agbona. Bonjour Jean-Florentin. Bonjour Thibault, merci. Et de Servan Ledréau. Bonjour Servan. Bonjour Thibault. Alors oui, donc pour, j'allais dire Jean-Florentin, qui anime nos entretiens littéraires, et Servan, également notre chroniqueuse littéraire pour nos émissions donc de francophonie sans frontières. Jean-Florentin, je te laisse un petit peu la parole également. Merci Thibault. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. La voix de la diversité, le balado de l'association Francophonie sans frontières est heureuse de célébrer de nouveau avec vous cette journée internationale de la francophonie. Nous allons en effet avoir le plaisir de passer la prochaine heure ensemble en votre fidèle compagnie et celle de nos invités afin de célébrer ensemble la francophonie. Nous sommes bien sûr le 17 mars, mais comme vous le savez peut-être, c'est habituellement le 20 mars que l'on souligne, et ce depuis 1988, l'existence du lien qui unit dans leur diversité les pays et régions francophones et francophiles. Je parle bien sûr de la langue française. Et pourquoi le 20 mars, me direz-vous? Il s'agit de la journée de la création de la première organisation francophone, l'Agence de coopération culturelle et technique. Le 20 mars 1970, cette agence se réunissait pour une première fois à Niamey, au Niger, et allait plus tard donner naissance à l'Organisation internationale de la francophonie, organisation internationale qui regroupe aujourd'hui près de 88 gouvernements, dont 54 membres. Je dis bien gouvernement, car par exemple, le Québec, le Nouveau-Brunswick et bien la région de Wallonie-Bruxelles font partie de l'OIF. Francophonie sans frontières, l'association des jeunes francophones engagés, demeure animée par un désir constant de créer des ponts entre les nombreuses cultures francophones. C'est pourquoi nous nous associons dans la joie et la bonne humeur aux festivités entourant la journée internationale de la francophonie. Oui, nous sommes tous ensemble, donc vous le voyez à l'écran ou bien vous l'entendez avec Servan Ledréau et puis Jean-Florentin Agbona, la première depuis Paris, le second depuis Cotonou au Bénin et moi-même depuis Montréal au Québec. Et nous aurons l'occasion de parler de l'association dont nous sommes membres, Francophonie sans frontières, mais pour l'heure, voilà, comme je vous le disais, nous avons décidé donc pour cette émission spéciale de parler des librairies indépendantes francophones, car bien que le thème officiel de cette année en cette année donc 2024 pour la Journée internationale de la francophonie, le thème c'est créer, innover, entreprendre en français. Nous avons choisi de mettre en lumière un métier libraire et puis un lieu qui vous est sans doute très cher à vous aussi qui nous écoutez, la librairie. Voilà, à l'occasion de cette journée internationale de la francophonie, émission spéciale sur les librairies indépendantes francophones, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Joseph Lecor. Bonjour.
Alors, vous Bonjour. êtes le propriétaire de la librairie Kutakniga, si je prononce bien en croate, Parfaitement. parce que oui, vous nous parlez depuis la Croatie et plus précisément depuis la magnifique île de Korčula. Cette librairie, donc le coin des livres, Kutakniga, euh, elle est, et vous y tenez, une librairie internationale. Alors présentez-nous cette librairie et puis cette île où vous vous trouvez, Korčula. Oui, donc l'île de Korčula d'abord est une île d'environ 50 kilomètres de long avec 15 000 habitants qui se situe au sud de Split et au nord de Dubrovnik dans l'Adriatique. Et donc j'ai ouvert la librairie Kutagniga, le coin des livres, donc à l'occasion de mon départ à la retraite il y a 10 ans. Et donc j'ai fait le choix d'emblée d'ouvrir une librairie internationale parce que de toute façon ici donc la population de l'île est n'est pas suffisante pour avoir une librairie qui serait uniquement en croate et c'est un lieu touristique extrêmement important et c'est aussi le plaisir d'échanges linguistiques, d'échanges avec des personnes venant des quatre coins du monde. Et donc vous le disiez, voilà, c'est un lieu touristique. Ce que j'en comprends donc, c'est que votre clientèle doit être, j'allais dire, bigarrée. Il n'y a pas juste des étudiants ou seulement des amoureux de la langue française. Non, non, puisque comme la librairie est internationale et que le tourisme est lui-même aussi international, en tout cas sur la partie contact direct avec la clientèle, qui est la partie d'été, cette partie de d'activité, on vend des livres dans une dizaine de langues, mais quatre d'entre elles sont essentielles. Le, le français, le croate, l'anglais et l'allemand, mais il y a aussi de l'italien, de l'espagnol, du tchèque, du polonais et même du chinois. Mais donc cette clientèle est donc une clientèle qui défile pendant l'été et qui vient en fait des quatre coins du monde, pour beaucoup d'Europe, mais également du continent américain, également d'Australie par exemple. Merci Joseph Lecor. Alors, au niveau de l'île où vous situez avec votre librairie, quelle est la place de la francophonie dans votre pays, dans votre région? Alors, la place de la francophonie, elle est pas immense. D'abord, il faut avoir en tête que un pays comme la Croatie, qui faisait partie de l'ex-Yougoslavie, est un pays qui, d'un point de vue linguistique, historiquement, a fait partie plutôt de l'histoire austro-hongroise pour ce qui concerne la période importante comment avant, et que donc, par exemple, avant la guerre en ex-Yougoslavie, ici, la langue étrangère la plus diffusée était l'allemand pour des raisons historiques de lien avec l'Autriche-Hongrie, mais aussi pour des raisons de travail et d'immigration de travail vers l'Autriche et vers l'Allemagne. L'anglais est ensuite devenu la langue étrangère la plus parlée, comme dans tous les pays de l'environnement. Et donc la francophonie est assez marginale, on va dire, par rapport aux autres langues, puisque de toute façon, elle vient après l'anglais, après l'allemand, mais aussi après l'italien, puisque par exemple, il y a toute une partie du pays qui est italophone première langue. Donc voilà, donc la francophonie n'est pas importante, mais il y a un institut français qui vient, à Zagreb, un institut français de Croatie, qui vient de fêter ses 100 ans. Il y a un très beau document qui est sorti à cette occasion. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de tenir une librairie internationale, mais avec une partie francophone? Alors pour ma part, le projet est d'emblée un projet de retraite, c'est-à-dire que je fais partie des gens qui ont eu la retraite assez jeune, à 60 ans, compte tenu du fait que j'ai commencé à travailler jeune, donc le dispositif dit carrière longue en France, et j'ai toujours imaginé que lorsque j'aurais ce droit à la retraite, qui est un droit social, je le prendrais. J'ai toujours décidé aussi que je ferais quelque chose parce que ne rien faire, je ne sais pas comment que ça se fait, d'où l'idée d'un projet donc l'idée d'un projet dans un pays que je fréquente
depuis plusieurs décennies. Et le projet librairie en a découlé puisque c'est un projet qui permet des séries de contacts. Et c'était aussi l'idée qui est liée à ma culture personnelle, à mes convictions de syndicaliste que j'ai toujours été, de créer un emploi local et de vouloir créer un emploi durable dans des endroits où c'est plutôt, on va dire, les emplois éphémères qui surplombent le tout en raison notamment de l'activité touristique qui est souvent vue de cette manière-là. Et c'était évidemment un endroit que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup fréquenté en vacances depuis 40 ans. Oui, mais merci. Une librairie, c'est d'abord des livres, mais c'est aussi des activités littéraires, culturelles. Arrivez-vous à organiser des événements spéciaux pour votre clientèle? Oui, donc là, il y a un choix déjà pour la partie de l'activité qui se fait à la boutique en contact direct avec la clientèle. Donc j'ai fait des choix de langue déjà en fonction du nombre de locuteurs qui passaient chaque année et des statistiques du tourisme. Et après, dans ma vision des choses, mon choix de langue et mon choix d'ouvrage, je l'ai fait aussi en fonction de ce que j'ai supposé au départ qui pouvait intéresser les locuteurs, comment des différentes langues, et notamment en français qui est la première langue à la librairie en termes de diffusion, c'est de l'ordre de 50% sur le total. Et là-dedans, j'ai fait le pari que les lecteurs, les touristes lecteurs étaient des gens curieux et que donc l'une des premières choses qui les intéresserait, c'est de la littérature en rapport avec l'endroit où ils se trouvent. Et dans cette littérature en rapport avec l'endroit où il se trouve, il y a évidemment de l'histoire, il y a évidemment des romans qui se déroulent dans cet environnement-là, et il y a aussi des auteurs traduits. Et donc tous les ans, j'invite des séries d'auteurs pendant la période estivale, et on organise donc des rencontres avec les auteurs et les touristes de passage. Et c'est ça qui rencontre le plus grand secret, donc la curiosité des lecteurs et qui est aussi une occasion d'échange parce que nos événements, on les organise toujours dans plusieurs langues. Ça n'est jamais uniquement unilingue. Principalement en français et en croate ou en français, en anglais et en croate. Mais c'est souvent autour de ces trois langues que ça joue. Mais c'est une question de principe parce que c'est aussi une occasion de créer des échanges dans un endroit qui est un petit peu au cœur de l'Europe. En préparant l'émission, Joseph Lecor, vous m'aviez dit que vous receviez effectivement des auteurs, des autrices, et puis moi qui suis donc à Montréal, je ne peux pas m'empêcher de vous demander, est-ce qu'il arrive que des auteurs québécois, québécoises se rendent jusque à Korčula et proposent leurs livres à la vente dans votre librairie, le Coin des Livres? Oui, oui, bien sûr. Et puis, disons que c'est l'une des premières plus belles histoires de rencontre du début de la librairie. C'est que j'ai fait la connaissance d'un couple de Québécois qui était retraité également et qui se promenait dans toute l'Europe le premier hiver que j'ai passé ici. Et lorsqu'ils sont rentrés au Québec, ils m'ont écrit, Joseph, on ne comprend pas bien. Il y a une autrice qu'on aime beaucoup ici et qui vient de sortir un nouveau roman policier et l'intrigue se déroule à Korčula et dans l'environnement de Korčula. Comment est-ce que ça se fait? Donc j'ai cherché et j'ai trouvé cette autrice-là. Son nom m'indiquait quelque chose, mais j'ai trouvé l'autrice, j'ai trouvé l'éditeur et finalement cette autrice est venue là et cette autrice donc qui est Alina Postolska et qui a écrit L'île noire de Marco Polo et donc venue ici plusieurs fois. Bon, elle a des liens historiques avec la région et de par sa famille. Elle est venue ici plusieurs fois et elle va revenir cet été. Mais son ouvrage, je l'ai aussi fait traduire en croate et donc cet ouvrage est publié aussi maintenant en croate. Voilà. Et cette année, pour ce qui concerne le Canada et les francophones du Canada, nous aurons aussi la visite en Croatie de Larry Tremblay et je publie ces jours-ci une liste dans le cadre de la francophonie d'auteurs francophones du Canada qui sont disponibles en Croatie, Larry Tremblay évidemment et plein d'autres et également les plusieurs auteurs qui ont été traduits en croate aussi donc
c'est de cette manière-là qu'on a un peu cette approche aussi de la francophonie, valoriser la culture issue des pays francophones, y compris dans la langue du pays Exactement, quand on parce le que ce peut. que l'on comprend bien en vous entendant, c'est que en plus de votre rôle de libraire, vous avez également ce rôle de, j'allais dire, de passeur. Les libraires sont des passeurs par définition, mais également donc de traducteurs, de passage d'une langue à une autre. Et ça, c'est important pour vous. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait, c'est important à prendre. Oui, même lorsque les gens ne comprennent pas les personnes qui viennent des différentes langues, le fait de voir à la librairie que tel auteur, on le trouve dans deux, trois, quatre, cinq langues, ça fait partie des choses importantes et ça fait partie des choses où, en quelque sorte, il y a une rencontre, même si elle a un côté muet, mais il y a une rencontre de principe qui se fait entre les différentes cultures. Auriez-vous un coup de cœur francophone, alors si possible un auteur francophone des Balkans, si ça existe, à nous partager? Oui, auteur francophone des Balkans, ben oui, je peux tout à fait le donner à un auteur francophone des Balkans qui va nous rendre visite cette année d'ailleurs, Velibor Čolić, donc qui écrit en français principalement, qui est originaire de Bosnie et qui a longtemps vécu en France, que je crois qu'il vit à Bruxelles maintenant, qui a longtemps vécu en France, dans ma Bretagne natale d'ailleurs, puisqu'il vivait du côté de Douarnenez, et qui a écrit de nombreux ouvrages, dont certains se rapportent évidemment à la, à la région globalement et en partie à l'histoire de la guerre. Il y avait notamment celui par lequel il s'est beaucoup fait connaître ici, qui était Jésus et Tito, mais depuis il en a écrit des séries d'autres, dans lesquelles il parle aussi de l'exil, par exemple, voilà, donc dans Manuel d'exil. Et là, il vient de sortir Là, il vient de sortir un autre qui là, par contre, reprend sur l'histoire de la région, y compris les aspects personnels, j'imagine, avec guerre et pluie, hein. Et évidemment, bah, ce coup de cœur et cet auteur, nous le partagerons dans la rediffusion, en tout cas de cet épisode, pour permettre aux personnes qui veulent découvrir cet auteur, bah, de pouvoir le retrouver facilement dans leur propre librairie. Servan, je soupçonne que la question sur la vocation de libraire, c'était aussi pour te trouver un nouveau plan de carrière après, à ta retraite, toi aussi, Servan, notre notre libraire, effectivement. Vous-même, Joseph Lecor, libraire également pour la librairie Le Coin des Livres, Kuta Keniga, sur la magnifique île de Korčula. Les livres, ben, ce sont des voyages. Les voyages, ce sont des rencontres. Alors, ben voilà, si vous passez par la Croatie, je pense que il n'y a pas juste les plages, il y a aussi les rencontres et peut-être le plaisir donc de faire votre connaissance, Joseph Lecor. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions pour cette émission spéciale à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Nous poursuivons cette émission spéciale à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie et le thème des librairies indépendantes francophones. Nous poursuivons notre périple, notre voyage avec nos oreilles pour atterrir au Maroc où nous sommes en compagnie de Hassan El Kamoun. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes président adjoint de l'Association des libraires indépendants du Maroc, l'ALIM, et également libraire de la librairie de Paris à El Jadida. Exactement, oui. Moi, je m'appelle Hassan Kamoun, libraire à Il Jadida, librairie de Paris, qui était créée en 2006. En 2018, on a créé une association qu'on a appelée Association des libraires indépendants du Maroc. Là, j'étais président pendant 2 mandats et maintenant, j'occupe le poste de président adjoint. On a créé cette association des libraires qui est formée généralement des libraires francophones qui sont aussi des membres dans l'ALF, l'Association internationale des libraires francophones dont le siège se trouve à Paris,
Donc, on essaie de travailler, de collaborer, de coopérer ensemble, voilà, pour voilà, structurer et moderniser la librairie francophone marocaine. Voilà. Servan? Mais pardon. Alors, quel est le public cible de la librairie? Des francophones, des francophiles, des étudiants de français langue étrangère? Oui, au sein de ma librairie, pour parler un petit peu de Hassel Kamon, moi j'étais un employé avant d'être libraire. Moi je suis venu au métier par hasard, c'est-à-dire que je n'ai pas reçu de formation là-dedans, etc. La majorité des libraires ici au Maroc, ils sont venus au métier, que ce soit par hasard comme moi, que ce soit euh, par succession à leurs parents, à leurs ancêtres, etc. Peu de libraires qui ont subi de formation sur le secteur ou bien sur le métier de la librairie. Moi, j'étais un employé dans une petite papeterie-librairie en 1997 et en 2006, voilà, j'ai reçu un email une fois de la part du BIEF, le Bureau international de l'édition française, et un autre email de la part de l'ALF, Association internationale des libraires francophones, comme quoi je suis invité à un séminaire à Casablanca, au Maroc. Et voilà, j'ai assisté à ce séminaire-là. On a beaucoup échangé avec des libraires, avec les acteurs des livres à l'international, etc. Donc ça m'a attiré l'attention et ça m'a beaucoup, voilà, j'ai beaucoup aimé et voilà, j'ai décidé en 2006, voilà, de créer une librairie propre à moi qui s'appelle la Librairie de Paris. Voilà. Donc, étant un lauréat d'université marocaine en langue et littérature française en 1992, j'ai ouvert cette librairie et voilà, comme j'ai travaillé beaucoup avec des lycées français, notamment le lycée français ici dans la ville Jean Charcot et aussi avec l'Institut français du Maroc, Antenne d'El Jadida. Donc voilà, mon public, généralement, sont des francophones, que ce soit des résidents français ici à El Jadida, que ce soit des étudiants, que ce soit des élèves, etc., qui poursuivent leurs études dans les écoles de mission. Et aussi, on a un public arabe, donc, étant donné que la librairie est une librairie généraliste, là où il y a des fonds arabes, des fonds anglais, des fonds pour jeunesse, pour enfants, etc., et aussi des fonds français, dont presque 50 à 55% du fonds qu'on a dans les rayons sont des fonds français. Alors que le reste, les environs de 30 à 35% fonds arabes et les environs de 5 à 7% comme Mmh. ça en Parce que fonds le anglais. Maroc, il faut le rappeler, Hassan El Khamoun, possède l'arabe comme langue officielle et l'amazigh est également considéré comme une langue officielle. Dès lors, quelle est la place de la francophonie au Maroc et puis comment ces langues cohabitent-elles aujourd'hui? Oui. Oui, comme vous le savez, le Maroc, donc, c'est parmi les pays les francophones euh, qui ont une base de francophones qui varie entre 13 millions de francophones, de Marocains qui parlent le français, 14 millions en Algérie et je pense les 3 millions en Tunisie. Mais malgré ça, le Maroc, c'est parmi les pays qui importent le plus le livre français. D'après les statistiques de la centrale de l'édition en 2021, soit 22 millions d'euros de livres exportés au Maroc. Donc 51% représentent tout ce qui est littérature, enfants, jeunesse, manga, les livres d'histoire, etc. Et 49% de ce chiffre d'affaires énorme, donc réservé aux scolaires. Donc le Maroc, par ce chiffre-là, fait partie des premiers pays africains qui importent le plus le livre français et parmi les premiers pays aussi arabes qui importent le livre français. Donc on est en nation francophone. On utilise beaucoup le français dans nos dialogues, dans l'administration, jusqu'au moment où l'administration, donc, c'est presque la langue française, elle était tellement, c'est officiel presque dans les papiers.
Euh, c'est vrai qu'il y a une petite régression récemment. On constate qu'il y a une petite régression dans les 3, 4 années dernières, etc. Il y a un déclinement vers la langue anglaise, etc. Et, et ça, peut-être, il y a plusieurs raisons. Donc, moi, j'ai assisté aux États généraux en Tunisie en 2020, en 2021, en septembre 2021. Donc, on a parlé de beaucoup de problèmes concernant la francophonie, la circulation du livre français, la promotion de la culture française, etc., etc. Donc, il y avait beaucoup de problèmes. On a pu discuter à propos de ces problèmes-là. Et j'ai constaté que l'État français, il a beaucoup investi dans la francophonie, etc. Il y avait des recommandations d'après ces États généraux, mais on ne voit pas encore que ces recommandations s'appliquent sur le terrain actuellement. Donc, il reste encore de travail à faire. Merci, Monsieur Hassan El Kamoun. Alors, on pouvait lire dans le Monde Afrique dernièrement que les librairies en Afrique pouvaient souffrir de la concurrence des livres numériques. Est-ce une tendance que vous observez également chez vous au Maroc? Oui, normalement, personnellement, en tant qu'ex-président de l'Association des libraires indépendants du Maroc et président adjoint actuellement, depuis la création, on a essayé de voir les entraves, les problèmes, les obstacles qui entravent la librairie marocaine de voilà, de s'ouvrir sur le monde de la technologie, etc., etc. Donc, et on a essayé quand même de trouver des solutions à ces entraves de la librairie. On a commencé d'ailleurs par la structuration en matière du numérique. On a essayé de structurer la librairie au niveau numérique. On a dû constater que la majorité des libraires ne sont pas aussi nombreux. Il y en a dans tout le Maroc, il y en a les environs de 45 librairies francophones. Il n'y a pas beaucoup. 87 librairies en général entre librairies arabophones, islamophones et librairies francophones. Donc, les environs de 87 librairies qui vraiment qui répondent aux critères d'une librairie à l'international, en normes internationales. Donc, on a constaté que la majorité des librairies utilisent voilà, des logiciels qui sont des logiciels locaux qui ne sont pas dédiés à la librairie, mais qui sont voilà, des logiciels comme des applications commerciales voilà, qui passent partout. Il peut travailler au pâtissier, comme à la pharmacie, comme à d'autres métiers, etc. Alors que la librairie, voilà, il demande un logiciel vraiment qui est sorti de la librairie, voilà, qui est fait par un libraire, voilà, qui répond aux besoins de la librairie, comme c'est le cas par exemple en France et comme c'est le cas en Belgique. En 2020, je suis parti à Bruxelles, au Salon du Livre de Bruxelles. Le Maroc était invité d'honneur. Et voilà, je connaissais d'abord d'ailleurs le président de l'association des libraires belges, qui était le président de l'ALF. On s'est échangé entre nous. Et voilà, j'ai rencontré un monsieur qui a un logiciel dédié à la librairie. Heureusement, c'était un Marocain de la ville de Meknès et qui gère la plus grande librairie à Bruxelles qui s'appelle librairie EOPC. Voilà, on s'est entretenu avec lui, on a un peu échangé, on nous a laissé ses coordonnées, etc. On a travaillé après les environs de une année et quelques. Maintenant, le logiciel, il est là, il est sur le Maroc, il est installé sur pas mal de librairies ici au Maroc. Donc, c'est déjà un pas franchi vers la de structuration numérique des libraires. On a également, grâce à des masterclass organisées par l'IFM, l'Institut français du Maroc, on a dû contacter un jour à Casablanca une société qui s'appelle Titlive. Il y avait un monsieur qui la représente dans des masterclass. Et voilà, elle a parlé d'une place des libraires en France. La place des libraires, ce projet-là qui nous a vraiment tenu au cœur. On a voulu voilà, réaliser ce projet sur la terre, sur le Maroc, etc. Avec l'aide de l'Institut français, on a pu voilà,
mettre enfin une plateforme qui s'appelle Place des libraires du Maroc. Donc, on est 18 librairies qui atteignent maintenant cette place des libraires. Cette place des libraires serait mise en ligne le mois de mai prochain, donc à l'occasion du Salon du livre de Rabat. Il y avait un autre souci pour la librairie marocaine, c'est que on ne savait pas combien de libraires on est au Maroc, comment elle est caractérisée la librairie marocaine, etc., etc. Moi, en tant que Hassan Kamoun, avec une petite équipe du bureau de l'association, j'ai pris cette initiative, voilà, de faire une enquête sur le terrain. J'ai parcouru 6000 kilomètres avec ma propre voiture, sans soutien, sans rien du tout. Donc, j'ai visité 19 villes du Maroc. Voilà, j'avais un formulaire, donc on a pu faire un formulaire, un questionnaire très, très exhaustif, etc., concernant le fonctionnement de la librairie marocaine, etc. Et que ce soit arabophone, que ce soit francophone, on avait les deux langues, donc les deux questionnaires, un en français, un autre en arabe, etc. Donc voilà, on a pu voilà, ramasser toutes les informations nécessaires sur la librairie marocaine et on a pu voilà, les présenter cette étude-là pendant le salon du livre de Rabat en 2021. Elle était programmée dans le programme officiel du ministère de la Culture. Donc, elle était avec moi un libraire africain de la Côte d'Ivoire, c'est Brahima Soro de la librairie de France d'Abidjan. Et était avec moi sur le panel aussi, Annelise Schmidt, c'est la déléguée générale de l'ALF. On a tous présenté cette étude, etc. On a parlé. Et ça, c'est pour le but voilà, de labelliser la librairie marocaine. Maintenant, la librairie marocaine, en tant qu'entité, elle n'est pas reconnue par le ministère de la Culture. Donc, au niveau de la loi, donc, on est avec le ministère de l'Industrie et non pas avec le ministère de la Culture. Donc, on doit être reconnu par le ministère de la Culture. Et on travaille actuellement sur un autre projet très, très, très important aussi parce que ça fait partie des outils professionnels pour voilà, développer la librairie marocaine. C'est celui de la base de données, comme Délicon France ou bien comme Elect France, par exemple. Donc, nous, euh, on travaille sur une base de données de l'édition marocaine. Donc, l'édition marocaine, maintenant, n'est pas répertoriée. Voilà, on peut donner pas mal d'explications, pas mal d'informations sur un livre édité en France, mais on ne peut pas donner ces mêmes informations sur un livre qui est édité au Maroc. Voilà le grand paradoxe. Alors, nous, en tant que libraire, on a beaucoup voyagé, on a beaucoup fait des séminaires à l'étranger, à Francfort, à Bruxelles, à Paris, à Sharjah, etc. On contacte les libraires du monde, etc. On a beaucoup d'idées, on a une vision sur le fonctionnement de la librairie à l'échelle internationale. On veut, voilà, rapporter, voilà ça à notre pays, mais malheureusement, le ministère ne va pas avec nous en parallèle avec ces ambitions qu'on a. On a une feuille de route pour la librairie, mais on n'a pas les outils, on n'a pas les moyens, on n'a pas les subventions nécessaires, voilà, pour mettre la librairie marocaine sur les rails. Et pour Voilà. conclure, Hassan El Kamoun, si vous aviez un coup de cœur à nous partager, à partager à notre auditoire, de préférence un titre marocain, lequel serait-il, s'il vous plaît? Je ne peux présenter qu'un seul coup de cœur que j'ai présenté l'autre fois en 2017, je pense, lorsque le Maroc était invité d'honneur au Salon du Livre de Paris. Si le livre s'appelle Tazmamar Cellule de mon ami, de mon grand ami Ahmed Morzouki, qui était, voilà, ce livre-là, il parle d'une histoire vraisemblable de Ahmed Morzouki. Ce sont des, ce monsieur-là, elle était dans l'armée marocaine, ils ont fait un complot, Skhirat, etc. Et vous savez l'histoire, donc ils ont fini par être enfermés dans un bagne dans le Sahara, etc. pendant 18 ans. Il raconte, voilà, comment il a vécu ces 18 ans avec ses amis, ses collègues, etc. Donc, voilà, et ce monsieur-là, après sa sortie de Tuzma Mart, etc., on s'est rencontrés, je lui ai invité dans la librairie, il a présenté son livre, etc. On a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé. C'était vraiment magnifique ce livre-là.
Il y avait bien sûr d'autres livres, comme celui de Tahar Ben Jelloun, Mhm. qui est sorti récemment, Les Amants de Casablanca, et aussi c'est un très très beau livre. Il y a aussi le livre de Abdallah Baïda, de Nom d'un chien. Il y a vraiment la littérature marocaine, et dans la dernière décennie, voilà, il a beaucoup changé, il y a beaucoup de production aussi. Effectivement, et puis on Donc, pourra partager ces titres lors de la diffusion de cet épisode. Vous retrouverez donc tous les éléments voilà, en commentaire de cet épisode. Anecdote personnelle, vous parliez de ce premier livre. Lorsque je me suis rendu au Maroc cet été dans une librairie à Agadir, en face du musée Amazigh, j'ai demandé également au libraire des livres marocains, de maisons d'édition marocaines et pas des auteurs franco-marocains. Et il m'a donné 2 livres, le premier que vous avez cité, ainsi que Les étoiles de Sidi Moumen de Mahi Bin, c'est des moments toutes les questions en de fait oui. du parcours des jeunes qui avaient malheureusement commis un attentat à Casablanca, mais Oui, c'était particulièrement intéressant de voir le passé exactement. d'où ils viennent. C'est un Maroc complètement différent de celui que l'on voit en tant que touriste, mais c'est voilà une écriture qui est poignante, un récit quand même assez poignant et qu'il est important voilà de transmettre. Et vous-même, voilà, vous nous avez transmis votre amour du métier de libraire, mais aussi les enjeux liés à ce métier. Et c'est dans le but aussi d'améliorer le service à la clientèle, de rendre les productions de tous ces auteurs, de toutes ces autrices davantage visibles. Et je vous remercie de votre générosité, Hassan El Kamoun. Avec grand plaisir, c'est moi qui vous remercie. J'étais vraiment très très ravi de participer avec vous dans cette émission qui parle de la francophonie, de la librairie francophone indépendante à l'étranger. C'était vraiment Mhm. chouette. Et Je je vous remercie rappelle beaucoup. donc vous êtes le président de l'association des libraires indépendants du Maroc et par ailleurs le propriétaire de la librairie de Paris à El Jadida. Merci encore. Et avant de conclure cette émission spéciale à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie et des librairies indépendantes francophones, nous avions une petite surprise pour vous avec une dernière librairie à vous faire connaître parce que bah, voilà comme vous le savez Jean Florentin vous parle de Cotonou où il est 16h20 et je vous parle de Montréal où il est actuellement 11h20. Mais dans le pays où tu nous emmènes, Servan, c'est la nuit. Et c'est pourquoi je te laisse nous présenter cette entrevue que tu as enregistrée et notre prochain invité. Absolument. Alors, nous allons traverser la moitié du globe pour nous rendre en Océanie. En effet, j'ai interviewé Jacques Bernard, un libraire itinérant en Australie. Comme il est 2 heures du matin là-bas, nous avons effectivement enregistré l'entrevue il y a quelques jours. Alors, Jacques Bernard a fondé il y a 10 ans, avec Anne Mangeant, la librairie itinérante French Books on Wheels, qui parcourt donc l'Australie à la rencontre des francophones et francophiles qui y vivent. C'est parti! Et je m'entretiens aujourd'hui avec Jacques Bernard, libraire itinérant en Australie. Bonjour! Bonjour Servan. Donc, vous êtes libraire itinérant en Australie, c'est assez intéressant comme métier. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre librairie, votre projet? Oui, alors en fait, ce projet est né à la suite d'une librairie physique que j'avais montée à l'ouest de l'Australie, en dessous de Perth, une ville qui s'appelle Fremantle. Et cette librairie a été montée, c'était une librairie entièrement francophone, donc un pari dans un monde plutôt anglophone que je m'étais lancé, qui donc elle a été montée en 2004 et fermée en 2017. Fermée parce que en fait il y avait un manque dans cette librairie, comme on l'imagine. Je veux dire, l'Australie est très vaste et on peut difficilement avoir une librairie
dans un lieu comme Fremantle, donc en dessous de Perth, où il y a suffisamment de passage pour devenir intéressant. Donc on était devenus en fait des logisticiens plutôt que des libraires, c'est-à-dire recevoir jusqu'à 150 kilos de livres par semaine et ensuite les déballer, les remballer pour les envoyer aux quatre coins de l'Australie. Et donc c'est ça qui nous a donné l'envie à un moment donné d'aller à la rencontre de notre public, de nos lecteurs, en fait, et en montant ce projet. Donc, ce projet a été monté en 2014, donc avant la fermeture de la librairie. Le premier voyage a eu lieu en 2015, en janvier 2015. Alors, comment ça se met en place, une telle, enfin, une librairie itinérante? Comment vous avez fait pour créer cette librairie? Il y a d'abord eu l'achat du véhicule, bien entendu. Alors, on avait plusieurs choix. On voulait, encore une fois, parce que l'Australie est grande, pouvoir voyager autour de l'Australie et donc être complètement autonome. Donc, on a pris un véhicule qui soit suffisamment grand, avec la moitié de l'espace aménagé en librairie et l'autre moitié pour avec cuisine, toilette, douche, de façon à être complètement autonome et de ne pas avoir recours à des frais supplémentaires de logement, de restaurant et de choses comme ça. Donc ce projet, il a pris place en 2015, comme je l'ai dit précédemment, et les voyages ont commencé. Et donc, vous avez des itinéraires, enfin, comment se passe l'itinéraire, en fait? Comment vous décidez d'aller dans telle ville, dans telle autre? Oui, très bonne question, parce qu'en fait, c'était une question qu'on s'est posée aussi. C'était comment pouvoir intéresser justement les lecteurs à ce projet et comment pouvoir les rencontrer. Alors, différentes options ont été prises, hein. D'abord, il faut savoir qu'en Australie, il y a un réseau d'alliances françaises extrêmement étendu. Il y en a 30, donc dont 6 capitales. Donc, on sait où elles se trouvent, hein, Sydney, Melbourne, Brisbane, Canberra, Adélaïde et Perth. Et puis, le reste est couvert par des petites alliances françaises, mais dans lesquelles nous avons eu toujours beaucoup de plaisir à visiter. Ensuite, il y a les écoles. Il y a de nombreuses écoles franco-australiennes avec un lycée entièrement français qui se trouve à Sydney. Sinon, le reste des écoles sont des écoles publiques australiennes et où il y a un programme français assez développé. Et puis, par là, on a commencé à aller aussi dans certains marchés français qui sont organisés autour de l'Australie. On a pris aussi rendez-vous avec la chambre de commerce, les chambres de commerce franco-australiennes, qui sont suffisamment nombreuses. Et puis, après, c'est les médias qui nous ont aussi aidés. Alors, il y a un média particulièrement qui me tient à cœur, c'est le Courrier australien, qui est le plus vieux journal australien en langue française. Il a 132 ans cette année. Et un journal français en Australie. Voilà, c'est ça, ouais. Enfin, maintenant, il est devenu bilingue parce qu'ils ont trouvé cette formule où ils publient des articles en anglais et en français. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que la francophonie en Australie est développée ou ça reste quand même limité? Eh ben, absolument. Moi, je pense qu'il y a énormément de choses qui se font. Alors, la communauté francophone en Australie, elle est estimée, selon le recensement en 2021, à plus de 100 000 personnes. Hein, ça inclut 30 000 jeunes titulaires du visa, vacances-travail, qui viennent généralement pour un an, mais qui peuvent prolonger éventuellement pour une deuxième année sous certaines conditions. Alors, après, il y a un découpage en Australie, hein, il y a à peu près 40% de cette communauté francophone à Sydney, 20% à Melbourne, 16% à Brisbane et 12% à Perth. Et le reste sur les plus petites villes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'Australie attire environ 200 000 Français de passage en Australie chaque année. Alors, ça comprend bien entendu les touristes et aussi ceux
Je parlais précédemment les visas vacances-travail. Alors justement, vous disiez que quand vous aviez votre librairie fixe, au final, vous ne touchez pas beaucoup de gens. Donc là maintenant, avec votre librairie itinérante, vous en touchez beaucoup plus. Mais comment êtes-vous fourni en livres? Comment les livres Alors, francophones arrivent en Australie? alors les livres sont commandés par avion. Ça c'est devenu aussi un problème constant parce que le prix des envois de France vers l'Australie le coût est extrêmement élevé. Donc, ce qui ramène les livres à moins bon marché que ça ne l'a été précédemment. Alors, c'est pour ça aussi que on s'est tourné beaucoup vers la presse française, la presse par abonnement. Alors pourquoi? Parce que c'est l'éditeur qui envoie directement à l'abonné et non plus nous qui servons d'intermédiaire. Enfin, on sert d'intermédiaire, mais on ne reçoit pas la marchandise chez nous, mais les livres ou les magazines sont envoyés directement chez l'abonné. Donc, vous dites que vous allez dans les écoles essentiellement, donc c'est-à-dire que ce sont les livres pour enfants que vous vendez le plus. C'est votre public privilégié. C'est vrai, oui, oui, tout à fait. C'est notre public privilégié parce que comme on fait beaucoup d'établissements scolaires, c'est là que le besoin en livres et en magazines se fait sentir et donc on s'est aussi tourné beaucoup vers vers la jeunesse, ouais. Et vous faites combien de kilomètres par an au final? Parce que c'est grand l'Australie. Alors on en a fait beaucoup parce que donc avant le van du livre était basé en Australie de l'Ouest, donc près de Perth, comme je l'ai dit précédemment, à Fremantle. Et donc, il y a cette célèbre plaine entre l'Ouest et l'Est, et un trajet de Perth vers Sydney, c'est 4000 kilomètres. Donc, on peut rapidement, et on en faisait 2 par an, donc on Oui. peut rapidement savoir qu'on a fait en tout depuis 10 ans, parce que nous fêtons les 10 ans de ce projet aussi, ça c'est important de le noter. On en a fait à peu près plus de 200 000 kilomètres. Alors, je me demandais si vous avez décidé de devenir libraire quand vous habitiez déjà en Australie, ou est-ce que vous avez décidé de vous installer en Australie pour devenir libraire? Pour tout vous dire, en fait, j'ai beaucoup voyagé et été expatrié moi-même. Et ayant eu des enfants, de petites filles, j'avais énormément de difficultés à trouver des livres français. Et Oui. c'est ça qui m'a donné l'idée, quand je suis venu en Australie, il y a 20 ans, d'essayer de combler cette lacune et de pouvoir importer des livres français. Je rappelle, cette librairie était entièrement francophone, Oui. de façon à ce que les parents puissent bénéficier de la culture française. Alors, j'aimerais préciser un point. Pour partir, quand vous décidez de partir en itinérance, est-ce que on vous a appelé pour aller quelque part, ou est-ce que c'est vous qui vous dites, comme vous savez que là-bas il va y avoir des acheteurs, vous y allez et vous partez? Alors les deux en fait. Souvent c'est les écoles font appel à nous effectivement pour différentes manifestations. Et comme vous le savez, il va y avoir bientôt la semaine de la francophonie. Oui. Donc on va certainement participer dans des villes, dans des établissements scolaires. Une fois que on a un premier rendez-vous de taille, comme une école, où on va rester généralement 2 jours, hein, pour une première journée. Et pendant la journée, nous recevons les enfants des classes pour leur donner différentes informations sur la lecture en général. C'est pas, on ne vend pas aux enfants, on vend plutôt aux parents qui Oui. viendront justement après à la sortie des classes et qui voudront avoir quelques livres ou magazines à la maison. Avec ça, on va organiser d'autres événements qui vont
être dans la même période de façon à pouvoir optimiser notre passage dans une même ville. Donc, on Oui, contactera certainement l'Alliance française. On essaiera de combiner ça peut-être avec un marché français, c'est ça. C'est euh, ça, que vous disiez tout à l'heure. ou ce qu'on appelle ici les festivals français, qui sont des rendez-vous pour les francophones et les francophiles, Oui, euh, et où il y aura de la nourriture, il y aura de l'artisanat, des artistes aussi qui viendront euh, pour le plus grand plaisir des visiteurs. bon, on a parlé de la francophonie tout à l'heure, mais vous disiez que par ça, c'était aussi étudié dans les écoles, le français était étudié dans les écoles australiennes. Est-ce que vous savez un peu plus? Est-ce que vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui apprennent le français? Est-ce que vous savez que si le programme de français est développé ou c'est vraiment dans des écoles spécifiques? Alors, c'est dans des écoles spécifiques. Il y a deux types d'établissements, hein. Il y a les établissements qu'on appelle franco-australiens, C'est c'est-à-dire ça? que là, il y a un programme important de français en même temps D'accord. qu'un courant anglophone. Mais il y a aussi un tas d'écoles privées où la langue française est enseignée en tant que langue secondaire. Oui. Donc celle-là aussi, ce genre d'école nous intéresse bien évidemment, car il y a des écoles qui proposent un niveau très poussé justement en langue secondaire, comme on peut avoir en France, nous pour l'anglais ou l'espagnol ou l'italien. Ah ben, je vais vous demander, quel est votre coup de cœur francophone? Alors mon coup de cœur francophone, c'est le livre que je tiens à la main juste à présent. Ça s'appelle Français d'Australie, 1788-1988. L'auteur s'appelle Éric Berti, un ancien consul général de France qui était basé à Sydney et qui est fort intéressant, qui raconte un tas d'anecdotes. Il s'est entouré d'historiens australiens qui sont aussi francophones et je suis vraiment passionné par ce livre en ce moment. Merci pour cette entrevue, Servan, et l'on salue et remercie également Jacques Bernard et son van du livre French Books on Wheels, la librairie itinérante en Australie. Vous pouvez visiter son site internet www.frenchbooksonwheels.org. Évidemment, toutes les informations seront disponibles dans les compléments d'information de cet épisode. Et Ok. pour conclure cette émission spéciale Journée de la francophonie et les librairies indépendantes francophones, nous ne pouvions pas nous empêcher de conclure avec le partage de nos derniers coups de cœur. Et donc, à tout seigneur, tout honneur, je vais me tourner vers notre bibliothécaire, puisque notre autre amoureuse des livres, mais en fait nous le sommes toutes et tous, Servane Ledréau. As-tu un titre à nous proposer? Peut-être deux? Ah oui, j'ai deux titres à vous proposer. Alors, c'est pas forcément, enfin, c'est pas vraiment des nouveautés, mais c'est des livres que j'ai lus il n'y a pas très longtemps. Alors, un recueil de poésie. Donc, Lisette Bombay, Brûlée, brûlée, brûlée. Lisette Bombay est belge. Elle est slameuse et donc poétesse. Et là, elle signe un recueil de poésie chez l'Iconopop, qui est donc la collection de la maison d'édition L'Iconoclaste, qui est très colorée, comme vous pouvez Mmh. le voir. Et donc c'est de la poésie assez comment dire, c'est beaucoup de rage. Enfin, elle délivre une poésie pleine de rage, très crue, mais qui reste quand même très belle. Voilà, donc ça parle du féminisme, du racisme, de révolte. Voilà. Donc ça c'est Lisette Bombay, Brûlée, brûlée, brûlée. Et j'ai un autre livre sur Chikaya Utamsi, qui est un des grands poètes et écrivains congolais. Voilà, très engagé et aussi très controversé, qui était la compagnon de route de Patrice Lumumba et qui a aussi travaillé à l'UNESCO. Voilà, donc ça s'appelle Vie œuvre d'un maudit, pardon, et c'est de Boniface Mongo Mboussa.
De ton côté, Jean Florentin, je rappelle, l'animateur de nos entretiens littéraires que vous pouvez, retrouver régulièrement donc, dans la programmation de Radio Francophonie sans frontières. Est-ce que tu avais également, un titre à proposer comme coup de cœur? Oui, bien sûr. Merci Thibault. J'ai un titre à proposer. Alors, je partage avec notre auditoire ce titre que j'ai lu récemment, ce livre que j'ai lu récemment. Le titre, c'est bien sûr Ambatomaga, le silence et la douleur. Comme l'indique la couverture, elle est de l'écrivaine malgache Michel Hakotoson. Et justement, c'est un livre qui raconte l'émouvante histoire de la conquête coloniale de Madagascar par la France. Donc, deux personnages clés représentent les deux parties. Il y a Tabao, esclave domestique, et Félicien Le Guen, un jeune officier français. C'est un livre qui donne la parole au peuple malgache, resté silencieux depuis longtemps. Et ce livre, justement, a reçu le prix Orange du livre en Afrique en 2023. Et justement, pour la petite histoire, j'étais bien sûr membre du comité de sélection. Donc, c'est un livre que j'ai lu avec plaisir et que j'ai relu après. Et voilà, donc, c'est un coup de cœur que je voudrais bien partager avec le public. Merci. Merci Jean-Florentin, merci Servan également pour ton coup de cœur. De mon côté, une fois n'est pas coutume, je vais recommander une bande dessinée qui est plutôt connue, je pense. Il s'agit de, voilà, hop, il s'agit de Murena. Et hop, je recule ma caméra. Ce n'est pas très radiophonique, mais nous étions également en direct en vidéo. Pourquoi Murena? Tout simplement parce que au début du mois, sortait le tome 12 de cette série de bande dessinée qui s'appelle La mort d'un sage avec donc toujours hop, je prends une petite pause, pardon. Avec toujours Philippe, plutôt, voilà. Donc, au début du mois, sortait le 12e tome de cette série, Murena, La mort d'un sage, avec toujours au scénario Jean Dufaux, mais cette fois pour le dessin, Théo, depuis le décès du dessinateur original, Philippe Delaby. Alors, pour ceux qui, comme moi, ne connaissaient pas Murena, avant de lire le tome 12, il faut commencer avec le tome 1, par exemple, qui s'appelle La pourpre et l'or, et je suis en train de dévorer le reste de la série. Il est question en fait du règne de Néron, de l'empereur Néron. Donc nous sommes aux alentours des années 55-65 après Jésus-Christ, et l'on raconte à travers les yeux de Lucius Murena la conquête du pouvoir par Néron, grâce notamment aux manigances de sa mère, et puis l'exercice du pouvoir par Néron. Il y a beaucoup de références historiques, évidemment. On essaye de faire appel aux travaux les plus récents des historiens, et donc de défaire aussi certains mythes autour de cette figure très controversée qu'est Néron. Mais il faut voir aussi la qualité du dessin, très précis, avec beaucoup de détails, et puis un sens vraiment de précision pour les visages et les corps. Oui, je dis les corps parce que voilà, c'est le règne de Néron, donc il est beaucoup question de sexe, de violence, mais malgré tout, ça en fait quand même un vrai plaisir de lecture pour les personnes qui, comme moi, sont des amoureux de l'histoire de l'Antiquité notamment. Voilà, c'est ce qui va donc conclure cette émission spéciale à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Je vous recommande chaleureusement de nous suivre sur les réseaux sociaux, de vous abonner à Radio Francophonie sans frontières sur vos plateformes de balado-diffusion préférées afin de ne manquer aucun épisode. Je remercie infiniment toutes celles et ceux qui ont contribué à cette émission que nous avons eu vraiment un énorme plaisir à animer en direct.
Voilà, ce sont des paroles consacrées, hein, mais elles sont vraiment sincères parce que sans votre contribution précieuse, cela n'aurait pu avoir lieu. Alors, tout simplement, merci. Bien sûr, à vous deux, Jean-Florentin Agbona, Merci. et, Oui. et puis Servan Ledréo. Voilà. De même que, donc, je le disais, au reste de l'équipe radio qui nous a aidé à préparer cette émission. Je parle bien sûr de Sophie Hamel Dufour, de Florent Hurard, de Nicolas Villot, puis du pôle communication de Francophonie sans frontières pour leur appui sur nos réseaux sociaux, Aurore, qui a dit et Nana. Voilà. Merci, merci à vous qui nous avez suivis ou qui nous écoutez donc en balado-diffusion aux quatre coins de la francophonie. Musique originale Florent Cheminal, une production Radio Francophonie sans frontières FSF 2024. Pour nous rejoindre, voici notre adresse courriel radiofsf@francophonie-sf.org. Nous vous disons à la prochaine. Portez-vous bien et excellente journée internationale de la francophonie.